Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de rester fidèles à KTV et sur Crazy FM. Le second temps de parole est réservé au recensement des familles à Mayotte. Est-ce que nous avons, oui ou non, toujours des familles nombreuses? Est-ce que les chiffres ont bougé? C'est avec des réponses que nous aurons tout de suite sur le plateau avec Djamel Mekaoui qui est avec nous. Djamel Mekaoui, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, ce recensement, c'est vrai que on l'attendait pour savoir aujourd'hui, est-ce que finalement ce curseur depuis 2012 jusqu'à 2017, est-ce que aujourd'hui, en 2020, finalement les chiffres ont changé? Est-ce que nous avons toujours, oui ou non, des familles nombreuses? Oui. Je vais un peu préciser, en fait, on est toujours sur le recensement de 2017 et on continue les exploitations. Le recensement de 2017, c'est une source très très riche qui conduit à beaucoup d'exploitations et qui nous permet, et c'est notre rôle toujours principal, d'éclairer le débat public. Alors on avait commencé par les sujets où on est déjà venu vous voir sur le logement, l'emploi, l'immigration, les conditions de vie, tous ces sujets qui avaient largement été évoqués. Et là on a un sujet qui est considéré comme très important dans le débat public et sur tous les territoires, c'est la question des structures familiales. Et c'est vraiment important parce qu'en fait les résultats qu'on fournit, elles doivent permettre aux politiques publiques, aux politiques familiales, d'être le mieux adaptées sur le territoire de Mayotte par rapport à la population que l'on connaît. C'est vraiment ça le sens profond. Et typiquement, sur ce sujet-là, il y a par exemple un schéma départemental de soutien aux familles qui réunit beaucoup d'acteurs locaux, étatiques et associatifs, et sur lequel un grand novateur dont nous réunissons régulièrement pour essayer d'évoquer les politiques à mettre en place, les actions à mener. Et nous, notre rôle, là, pour le coup, c'est d'éclairer statistiquement la réalité pour permettre aux différents acteurs d'avoir les actions les plus efficientes. Alors, Djamel Mekaoui, une question, c'est vrai, elle est revenue souvent dans les réseaux sociaux, depuis, en tout cas, que vous avez révélé ces chiffres. Qu'est-ce qu'une famille nombreuse à Mayotte aujourd'hui? C'est vrai qu'on a essayé de voir un peu la différence entre une famille, un couple, par exemple, en métropole, et sur le 5e département. Qu'est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui une famille nombreuse? Alors en fait, il y a une définition statistique nationale qui est évidemment contestable. Une famille nombreuse, c'est une famille qui a 3 enfants mineurs à charge. D'accord. Donc c'est pas beaucoup pour Mayotte, oui, vous voyez bien. Donc cette définition, il faut l'avoir en tête parce qu'évidemment, sinon ça ne va pas dire grand-chose. Et dans la définition, même si on va plus loin, une famille très nombreuse, dans les concepts statistiques qui ont été définis, c'est 4 enfants ou plus à charge. Alors c'est important, vous avez raison de le dire, parce qu'en fait, à Mayotte, quand on parle d'une famille de 3 enfants à charge, personne n'a en tête une famille nombreuse. C'est pas ça, une famille nombreuse à Mayotte. Mais ce qui est important, c'est surtout la comparaison. Ça veut dire que actuellement, parmi les familles qui ont des enfants à Mayotte, un peu moins de la moitié ont actuellement 3 enfants à charge. Ils en font peut-être d'autres, ils en ont peut-être d'autres qui sont grands, mais ils en font 3. En métropole, ce taux est de 17%. Donc on a beaucoup plus de familles. Et quand on fait un zoom plus particulier sur familles très nombreuses, 4 enfants ou plus, on est à 29% des familles avec enfants qui ont 4 enfants ou plus à Mayotte, et c'est 4% en métropole. Donc la première singularité, le premier élément on a titré là-dessus, c'est que le modèle familial Mayotte, encore aujourd'hui, c'est un modèle de famille nombreuse. Et c'est important parce qu'en fait, on est toujours dans une logique de convergence. On parle toujours de convergence. Et sur ce point-là, en tout cas, entre 2012 et 2017, ça n'a pas convergé. On reste sur une part de familles nombreuses portée par une fécondité importante sur le territoire, qui est très nombreuse, qui reste présente. Et c'est une vraie question, en fait. C'est une question importante, très intime même. C'est-à-dire qu'en réalité, quel est le modèle familial porté par les politiques publiques et quel est le modèle familial, je dirais même intimement, que vous souhaitez? C'est une question assez profonde. C'est vrai qu'intuitivement, on a l'impression qu'on va converger vers les modèles des autres départements d'outre-mer et de la métropole, mais en tout cas, sur les dernières années, ce n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui est la chose qui se relève de plus important dans cette enquête? Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de données, mais qu'est-ce qui, selon vous, est la chose la plus importante ou peut-être la plus étonnante qui ressort de cette enquête? Alors, la plus importante, c'est les familles nombreuses, on a titré là-dessus. Après, je dirais, comme il y a un message très important aussi de premier niveau, et qui est assez étonnant, on ne l'évoque pas suffisamment à Mayotte, il me semble, c'est la part importante de la monoparentalité. Donc parmi les familles de Mayotte, 1/3 sont des familles monoparentales. Alors monoparentales, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on élève des enfants avec un seul parent. 90% du temps la mère. Donc le modèle classique, c'est la mère de famille qui élève seule ses enfants. Et c'est un sujet qui est souvent évoqué dans tous les territoires, parce qu'évidemment, vous voyez, on parle un peu de délinquance, là on a bloqué apparemment ce matin les routes. Dans tous les territoires nationaux, on considère qu'une femme, généralement, qui élève toute seule ses enfants, surtout s'il y a une famille nombreuse, ce qui est souvent le cas à Mayotte,
on doit lui apporter un soutien particulier. Évidemment, il n'y a pas la coparentalité. Alors avant, c'est vrai à Mayotte, et vous serez plus précis que moi, il y avait un modèle familial plutôt élargi, avec plusieurs personnes qui s'occupaient de l'enfant. Oui, Aujourd'hui, c'est les ça... oncles, les tantes, Voilà. les grands-parents qui s'occupaient aussi. Oui. Mais maintenant, ça commence à être moins vrai. Ouais. Le modèle Et pour le coup, c'est vrai que cette question de la monoparentalité, dans le contexte, tu connais Mayotte, c'est une question qui est assez importante, qui est évoquée dans tous les territoires. Alors, et souvent, alors en métropole en tout cas, on l'associe à des difficultés sociales. Parce que, voilà. Et à Mayotte, c'est aussi vrai, c'est-à-dire que les familles monoparentales sont par exemple plus souvent des familles étrangères, sont plus souvent des familles sans emploi, et sont plus souvent des familles qui vivent dans des conditions de vie difficiles. Donc évidemment, cumuler, quand on a un handicap cumulé, ben, ça pose question sur le soutien à apporter à ces familles pour permettre l'éducation d'enfants, surtout quand ils sont nombreux. Alors aujourd'hui, on connaît à peu près, selon les chiffres, le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui nos mineurs isolés. Mais une question se pose dans la question, Jamel. C'est vrai que la monoparentalité à Mayotte, on connaît ça. Des fois, on trouve une femme, par exemple, qui a 3, 4, 5 enfants, mais qui ne sont pas du même papa. Des fois, est-ce que le fait que, par exemple, la garde est attribuée, par exemple, au père, est-ce qu'on fait quand même, on compte quand même le nombre d'enfants qu'elle a eu avec cet homme-là? Par exemple, il a eu plusieurs hommes, chaque enfant a son papa, et un des papas ou deux des papas décide de récupérer son. Est-ce que quand même on lui pose la question combien d'enfants avez-vous, et on considère quand même que cette femme monoparentale, elle a quand même une famille nombreuse? Pas dans ce cas-là. Oui. Dans ce cas-là, on est très clairement dans les familles, donc les personnes qui vivent dans le même logement. Donc si une femme a fait 6 enfants et qu'elle en a 3 à domicile, on va compter 3 enfants mineurs, on va compter les 3. D'accord. Donc c'est vraiment un état du moment, et c'est une photographie importante pour savoir quels sont les enfants. Alors le terme technique, c'est à charge. Combien d'enfants à charge à un moment donné. Et c'est un peu différent de la fécondité. C'est-à-dire qu'on est un indicateur de fécondité de 5 enfants par femme. Bah, y a des femmes plus âgées, les enfants sont devenus grands, ils ne sont pas là. Bien sûr. Il y a des femmes qui n'ont pas encore fait leurs enfants. Donc c'est vraiment une photographie du moment pour permettre aux politiques publiques, typiquement les politiques portées par la sécurité sociale, de s'orienter vers la photographie de l'instant. Combien d'enfants sont livrés à eux-mêmes? Alors, on n'a pas dit exactement comme ça, parce que, alors, je voulais juste une petite précision. Là, vous avez attaqué les mineurs isolés. Oui, oui. Donc, mineurs isolés, dans la terminologie technique, c'est des mineurs qui vivent sans leurs parents. Voilà, et il y en a pas 5000 et quelques. Un peu plus de 5000. Mais c'est énorme pour Mayotte. Ça veut dire qu'il y a plus de 5000 enfants qui vivent à Mayotte et qui n'ont pas ni père ni mère, donc qui vivent seuls. Pas forcément seuls. D'accord. Et justement, là, il y a parfois un raccourci dans le débat public. Nous, on ne met pas égalité entre mineurs vivant sans leurs parents et mineurs en danger, ou en tout cas dans la délinquance. Typiquement, la majorité du temps, et c'est vrai que parfois le débat est un peu caricatural, les plus de 5000 enfants qui vivent sans leurs parents, ils vivent avec un membre de leur famille. Tante, Donc il y a grand-mère. un encadrement quand même. Oui, mais ce qui est important de dire, c'est qu'en réalité, pour une partie d'entre eux, ça répond au modèle traditionnel. Ouais. Beaucoup de gens à Mayotte, de bon niveau, bien éduqués, ont été éduqués par leur grand-mère ou par leur tante, quand il y avait beaucoup d'enfants. Donc il y a une partie quand même qui est traditionnelle. Et on n'est pas sûr, en réalité, qu'il y a un chiffre égal. On n'est pas sûr, par exemple, pour parler de la délinquance qu'on évoque régulièrement, qu'en réalité, les délinquants, ils n'ont pas leurs parents avec eux. Ça ne veut pas dire grand-chose. Là, je peux vous parler de la famille monoparentale. Une femme qui a beaucoup d'enfants et qui n'a pas la maîtrise, pour plein de raisons sociétales, monétaires, de l'éducation de ses enfants, elle peut aussi avoir des difficultés à encadrer ces jeunes, autant que si c'était des oncles et des tantes qui vivaient dans des conditions de vie plus aisées, en quelque sorte. Mais selon l'enquête, si j'ai bien compris, sur les 5400 et quelques enfants qui sont sans leurs parents, il y a 40%, je crois, qui ne sont pas scolarisés. Il y a une énorme partie pas scolarisée. Ça veut dire qu'ils font quoi, ces mômes? Est-ce que c'est là le nid de la délinquance ou pas? Parce qu'on se dit, mais c'est énorme quand même. Ça veut dire qu'il y a à peu près 2000 ou 3000 gamins qui ne sont pas à l'école? Le petit bémol, c'est que quand il n'y a pas les enfants, qu'il n'y a pas de tuteur légal au sens propre du terme, il y a une difficulté plus grande de scolarisation. Et donc, dans cette population, on a une plus grande représentation de la non-scolarisation, et ça répond à votre question. C'est-à-dire, évidemment, il n'est pas envisageable qu'un enfant ne soit pas scolarisé. Ben c'est ça. Ça c'est une question assez forte. Et pour le coup, ce chiffre, il est important. Alors, pas dans le cadre vraiment de la délinquance au sens propre, mais de la parentalité. Oui. Ça veut dire que on est dans un modèle national où la parentalité, elle est portée généralement par le géniteur.
Sauf que quand il y a des délégations de parentalité. À Mayotte, on ne fait pas beaucoup de démarches administratives, donc il n'y a pas de délégation de parentalité. Et donc, de manière induite, il y a une occupation qui... Voilà, certains enfants sont pris en charge par d'autres, mais sans que ça rentre dans un contexte technique et juridique précis. Et ça passe encore aujourd'hui. Mais en réalité, c'est forcément vecteur de pas mal de difficultés à terme. Est-ce que ça a augmenté, ce nombre d'enfants seuls? Alors, les comparaisons sont pas... Les définitions ont un petit peu évolué, mais globalement, on peut dire oui. On peut dire que le phénomène a pris un peu d'ampleur. Mais attention, parce que justement, ce que j'avais dit en conférence de presse, en fait, la moitié de ces enfants sont de nationalité française. Oui. Ça montre aussi que parmi ces enfants, il n'y a pas que des enfants. Mais ça veut dire qu'ils sont nés à Mayotte ou est-ce qu'ils sont nationalité française? Il faut être plus précis parce que des fois, c'est ce qu'ils sont français, est-ce qu'ils sont nés à Mayotte? Est-ce que... Français, c'est français. Donc, oui, mais... Français, alors, né à Mayotte d'un père français. Voilà. Ou au minima. Okay. Mais du coup, c'est que dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'assez souvent, quand on parle de ces mineurs isolés, on voit un modèle de d'échange. On me parle systématiquement de la mère reconduite à la frontière qui a laissé son enfant. C'est ça. C'est pas que ça. Voilà. On pourrait croire que c'est ça. Parce qu'on pourrait croire quand on voit qu'il n'y a pas qu'ils n'ont pas leurs parents, que bah voilà, c'est l'enfant, la mère est retournée en juin, et ça pose un problème. Il y a une partie, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que en fait, il y a une réalité de cette nature, mais il y a aussi une réalité complètement sociologique. Maintenant, c'est un petit peu moins qu'avant, mais avant, c'était assez fréquent de confier l'éducation de son enfant à un membre de sa famille. Oui. Alors, Jamel, c'est vrai que cette question, on vous l'a posée, reposée. Aujourd'hui, on a l'impression que ça y est, en tout cas dans l'esprit des mamans, des femmes mahoraises, aujourd'hui, avec cette campagne qui date des années de le 1, 2, 3 basse, à un moment, ça a marché et ça marche. Et surtout au niveau des espaces de naissance, espacer les naissances. Et donc, du coup, des femmes mahoraises avaient compris, en tout cas, cette campagne. Est-ce que ça reste stable ou finalement aujourd'hui il y a des jeunes femmes, enfin de la nouvelle génération, qui finalement n'ont pas forcément vécu cette campagne et qui font leurs enfants quand même? Alors d'abord rappelons, alors c'est l'autre sujet qu'on avait largement évoqué, que 3/4 des mères sont étrangères. Oui. Donc, quand bien même aujourd'hui la politique de maîtrise de la fécondité à 2-3 basses a fonctionné, on est passé de 8 enfants par femme à 4 enfants par femme sur cette dynamique, la question qui se pose assez fortement aujourd'hui dans les politiques publiques, c'est d'essayer de porter ce message auprès des populations étrangères. Et c'est une question un peu compliquée en réalité, parce que quand vous avez une personne étrangère, singulièrement une personne en situation irrégulière, ça ne coule pas de source que la politique publique doit lui parler. C'est une question. L'année municipale arrive, vous voyez, par exemple, le débat politique est important. Il y a évidemment toute la question des CCAS, de l'accompagnement de la maternité. Et aujourd'hui, on est confronté un petit peu à ce côté un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'il y a des mères qui sont là, une partie d'entre elles sont en situation irrégulière, elles font des enfants, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur parle ou on ne leur parle pas? Et donc là, tout l'enjeu du débat public spécifique de Mayotte se pose dans l'interrogation que je viens de porter. Ah ouais, donc en tout cas des chiffres qui, c'est vrai, aujourd'hui on peut se dire, est-ce que quand on regarde le nombre de naissances par rapport aux chiffres INSEE, allez on va dire en grosso modo 10 000 naissances par an. Aujourd'hui vous l'avez dit, hein, donc les 2/3. C'est les 3/4 des mères. Les 3/4 donc des mamans issues de l'immigration, on va dire comme ça. Donc, et en parallèle ces femmes mahoraises qui partent accoucher à l'extérieur, est-ce que dans les données, finalement, quand on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau naissance par an, on se rend compte que c'est pour ça qu'il y a peut-être eu un peu le curseur qui a bougé pour cette enquête 2020? Assez clairement, la modification de la structure de population avec une part d'étrangers plus importante, a conduit à des modifications de structure. Alors il y a un autre exemple qu'on avait largement cité. Entre 2012 et 2017, on est resté à 40% de logements en tôle. D'accord. Donc pourquoi? En fait, chaque population a connu une petite amélioration de ses conditions de vie, singulièrement les natifs de Mayotte. Mais comme le taux d'étrangers a augmenté, donc mécaniquement, en fait, on est resté dans une forme de paupérisation maintenue. Donc ça, c'est une question un peu profonde qui a largement été débattue. Vous avez 2 flux migratoires. Un flux migratoire entrant des pays étrangers, singulièrement des Comores, et vous avez un flux sortant important, je le rappelle à l'envi, des natifs de Mayotte qui quittent le territoire pour s'installer en métropole ou à La Réunion. Forcément, si vous avez, alors je vais le dire un peu brutalement, si vous avez des pauvres qui viennent et des riches qui partent, le territoire il s'appauvrit mécaniquement ou mathématiquement.
Oui, donc il y a une sacrée différence. Il y a aussi, on a vu dans votre enquête cette fissure qui se crée de plus en plus entre la pauvreté et la richesse par rapport même à la monoparentalité. Et c'est un vrai problème qui se pose à Mayotte. On va aller jusqu'où comme ça? Est-ce que ça a pu se démontrer par l'enquête? Bah, tous les indicateurs en fait conduisent à accroître les inégalités. Ouais. Il y a eu, par exemple, on l'a dit pour l'accroissement de richesse, le PIB, on a eu ces dernières années, par exemple, la montée de l'indexation des fonctionnaires. Donc forcément, de manière mécanique, les fonctionnaires dont les intérêts moraux sont à Mayotte ont eu leur rémunération augmentée. Donc ils sont enrichis. Et ce n'étaient pas les plus pauvres à la base. Dans le même temps, vous avez un flux migratoire avec beaucoup de personnes qui vivent dans des logements en tôle, des villages qui sont avec des logements en tôle en grand nombre. Donc forcément, cette segmentation, elle s'est amplifiée. Ouais. Et ce qu'on avait dit la fois précédente, c'est qu'on avait une segmentation géographique, sociale, comme j'évoquais, mais qui se retrouvait sur le territoire. Ça rejoint un peu les villages. On avait nos villages qui étaient vraiment dans des problématiques de pays du tiers-monde, avec problème d'accès à l'eau, terre battue, pas d'électricité pour une partie d'entre eux, et des villages qui s'en sortaient le mieux. Et donc on le voit assez bien sur les territoires, où les questions aujourd'hui qui se posent, c'est la voiture et la climatisation. Donc on a à Mayotte, on arrive à vivre à Mayotte aujourd'hui dans deux univers. Un univers de convergence, où il y a des questions réelles de fonctionnement type réunion ou métropole qui se posent aujourd'hui, pour une partie de la population, on va dire un quart bon an mal an, et une autre problématique qui se pose de tiers-monde avec des questions de santé publique. Je donne un exemple que j'avais déjà cité, mais on a quand même un peu moins de 8000 personnes qui boivent l'eau à la rivière. Donc voilà, donc en même temps, on parle de clim, de solaire. C'est un sacré décalage. Hein. Il y a un sacré décalage. On retrouve souvent, dans les pays en voie de développement, vous avez un peu ça. Si vous allez à Tananarive, vous avez des gens très aisés, par exemple, et vous avez des bidonvilles. Oui, mais c'est général. Tandis que là, c'est une partie, mais on s'en rend pas compte. Quand on est à Mamoudzou et qu'on reste à Mamoudzou, on peut pas imaginer qu'à Mayotte, il y en a qui boivent l'eau de la rivière. Mais justement, parce qu'en fait, c'est un territoire qui est pas aussi, qui est un peu discret. Ouais. Mais on est dans cette double réalité des personnes qui boivent l'eau à la rivière. Vous avez de temps en temps relayé des questions d'intoxication de population. Bien sûr. Donc, et on peut poser aussi des questions à Mayotte d'énergie solaire, de récupération d'eau pluviale, presque de voitures électriques. Donc on est un peu dans ce paradoxe. On a un univers de convergence avec des comportements. Le 1, 2, 3 bas, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que le comportement de fécondité pour une population qui converge vers les comportements nationaux. Ils devraient se retrouver naturellement. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Mais en même temps, on a une population qui est plus que pauvre, qui est très pauvre, qui est extrêmement pauvre, et qui a des problématiques qui sont sans commune mesure différentes de la première citée. Une question, peut-être, je ne sais pas si on peut la poser dans ce cas de figure. Jamel, on a vu récemment, en tout cas, le chiffre, le quota normalement aujourd'hui autorisé pour tous ces enfants placés dans des familles d'accueil. On est à 3 maximum. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui doivent être placés, donc on dépasse les 3. Une famille peut se retrouver avec 4 enfants placés, voire 5. Est-ce que quand on fait l'enquête, on considère quand même que cette famille, quand bien même ce n'est pas les enfants biologiques de ce couple, est-ce qu'on considère quand même que c'est une famille nombreuse? La famille sera nombreuse. Par contre, elle sera plutôt considérée comme des mineurs vivant sans leurs parents. D'accord. Là, dans le cas présent. Vous avez cité un cas très important. Vous dites que la structure est saturée. Oui. Et c'est une question très importante. On a parlé précédemment d'économie. Bien sûr. On a la moitié de la population qui est mineure à Mayotte. Avec des structures sociales un peu complexes, il est très évident qu'il y a un besoin fondamental d'accompagnement. Et aujourd'hui, si les familles d'accueil ne sont pas assez nombreuses, c'est vrai. donc on répare la norme, typiquement... 700 à peu près. Et le besoin est déjà saturé, et on est quand même en croissance démographique permanente, avec des problèmes sociétaux qui n'ont pas l'air de se résoudre. Évidemment, ça montre qu'il y a un besoin, et forcément, quand il y a besoin, la question des politiques publiques, c'est de comment le résoudre et comment permettre une société qui vit plus harmonieusement et qui répond surtout aux grands défis de la jeunesse de la société mahoraise. Donc du coup, là, aujourd'hui, nos pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils doivent faire rapidement par rapport à ce phénomène? Alors, après, il y a un débat. Je ne vais pas dire moi tout seul ce que veut dire le public. Mais ce qui est important, c'est qu'en réalité, alors, il me semble, jusqu'à présent, il y a une forme de déni. En fait, on est un peu dans le déni. L'objectivation permet d'avoir un débat plus serein. Vous voyez, quand j'ai sorti donc, ces chiffres-là il y a quelques jours,
En fait, il y a même des gens qui étaient dans le déni de dire qu'on avait beaucoup d'enfants, ce qui est quand même Ah ouais. extraordinaire. Donc, on a quand même une question qui parfois est, au bout d'un moment, on le perçoit. Il y a des questions qui sont objectivées, mais qui en fait qui font un peu mal. Vous-même, quand vous avez plaisanté il y a 2 jours, sûr. vous avez dit on nous accuse de faire beaucoup d'enfants. C'est pas une accusation de faire beaucoup d'enfants. Bien sûr. Oh, faire beaucoup d'enfants, c'est même bien. Bien sûr. Si vous avez une grande maison, que vous avez 10 000 euros par mois, vous pouvez faire 10 enfants. Il y a C'est pas ça de le problème, difficulté. c'est qu'il y en a qui font peut-être 6, 7 enfants, mais qui n'ont pas les moyens. La question, c'est quels sont les outils, très clairement, quels sont les outils dont la famille dispose? Quel est l'appui qu'on peut porter pour les familles en fonction de leurs possibilités, que ce soit intellectuelles, techniques, économiques, pour permettre l'éducation de leur enfant? Une mère qui vit dans une case en tôle, qui a 8 enfants ou 5 enfants, qui n'a pas les moyens, qui est un peu dépassée par les événements du territoire de Mayotte tel qu'il se précise, évidemment, elle nécessite un appui complémentaire. Mais pour lui permettre... Est-ce que ce genre de personnes a cet appui complémentaire? Moi, il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. C'est-à-dire, on a discuté assez largement avec, par exemple, l'UDAF, qui appuie les familles. Et il y a aujourd'hui, et je pense beaucoup par rapport aux résultats de l'année dernière qu'on avait évoqués, il y a une prise de conscience qu'aujourd'hui, on ne doit pas parler qu'avec les populations dites mahoraises. C'est-à-dire que la politique familiale, elle ne doit pas se passer qu'à Sada et à Bouéni, par exemple. Il y a une prise de conscience. Là, vous avez parlé de Doujani ce matin. Typiquement, il faut des aides aux familles à Doujani. On ne peut pas oublier Doujani. Non, c'est clair. Mais ça, c'est l'air bête, mais c'est pas évident à Mayotte. C'est pas évident de se dire qu'en fait, il faut faire une politique familiale à Doujani. Maintenant, ça le devient parce qu'il se passe des choses, mais il vaut mieux anticiper ou mieux agir avant d'attendre qu'il y ait des problèmes de cette nature et découvrir qu'en fait, il y a des jeunes en déshérence ou tout ce que vous pouvez envisager. Il y en a plein. Oui, il y en a plein. Jamel, avant de vous quitter, la prochaine enquête, elle va se orienter, va se baser sur quel... Alors, on a encore un peu de choses à dire, vous imaginez. Donc, la semaine prochaine, on va faire un focus sur l'inflation annuelle. Donc, on va parler de vie chère et d'augmentation des prix. Et normalement, en fin de mois, on n'a pas encore bien calibré le calendrier. On va parler des créations d'entreprises. Vous savez, il y a une entreprise en 2019. Vous savez ce que j'avais dit la fois précédente, c'est-à-dire qu'il me semblait que le sujet de l'économie, de manière générale, n'était pas très présent dans le débat public. Et il est un peu aussi clair que pour améliorer les conditions de vie des familles, là on parlait des familles et de la population de Mayotte, la question de l'emploi elle est complètement corrélée. Si on avait un chômage de masse, qu'on vit dans des conditions de vie difficiles et tout ça, c'est un peu plus difficile de résoudre les problèmes sociétaux que l'on connaît aujourd'hui. Jamel Mekaoui, merci beaucoup d'être venu nous parler en tout cas de cette enquête et puis on est toujours preneur dès qu'il y a des chiffres qui en sortent de ces enquêtes. On est preneur. Ça sera tout pour ce temps de parole.